Depuis 10 ans, de nouvelles constructions ont vu le jour, à savoir 2 corps de garde et des hôtels pour les ministres. Il n'y a toujours pas de projet de reconstruction globale, mais il faut loger rapidement la cour, le roi veut séjourner à Compiègne. Alors plusieurs ailes sont lancées au nord du site originel, sur des dépendances du château. Une vingtaine de maisons disparaît et le terrain est arasé. Il est difficile de s'imaginer le nombre de chevaux nécessaires au déplacement du roi. Entre les chevaux d'attelage et ceux de monte, ils peuvent être plusieurs centaines. Jusqu'à présent, faute de place, ces chevaux étaient gardés pour la plupart dans des écuries chez les particuliers. Ce n'est plus possible. Compiègne doit rattraper le niveau des autres grandes résidences royales. En 1738, les grandes écuries du roi sont en travaux. Contrairement au château, le site dans la plaine permet de se développer librement, nous sommes au-delà des fossés de la ville. L'orientation met en valeur une perspective sur la tour de l'église Saint-Jacques avec une symétrie des 2 ailes, du jardin et des pavillons. La construction se veut simple et économique. Les encadrements sont en pierre de taille, les murs sont en moellons grossiers. Enfin, un enduit est appliqué et fouetté, tout en laissant les pierres d'angle et de chaînage apparentes. En 1739, dans la lignée des grands camps militaires ordonnés de Louis XIV à Louis-Philippe Ier, un grand rassemblement est organisé. Les campements et manœuvres sont situés dans les plaines de Venette, Marny et l'actuel quartier de Bellicard. La partie la plus impressionnante est la reconstitution partielle d'une place forte digne des grandes constructions de Vauban. Ici, on le nomme Fort du Polygone. L'objectif est de l'assiéger par toutes les techniques en usage, les tranchées et les souterrains, pour placer des mines et faire sauter les demi-lunes et bastions. Les premières extensions du château sont enfin achevées. Elles servent principalement à loger une partie de la cour. Le cardinal de Fleury, autrefois précepteur du jeune Louis XV, puis son ministre d'État, dispose des appartements les plus proches de ceux du roi. Une aile, en rez-de-chaussée, rythmée de hautes portes en arcade, est utilisée en guise d'orangerie. Elle donne ainsi son nom à la nouvelle cour qui l'aborde. Et pour accéder à la terrasse, on emprunte un escalier qui rend le pavillon nord plus large que le pavillon sud. Nous sommes dans l'actuelle cour des cuisines. En 1742, le cadre est très différent car on ne sait pas ce qu'il va advenir de cet espace. Si ces 2 ailes semblent définitives, il en va autrement pour celle donnant sur la rue de la Porte-Chapelle. Elle est très réduite et terminée par une mansarde et non par un pignon comme on peut le voir au milieu de cette aile. Ce qui veut dire que le château devait s'arrêter là, faute d'idées. D'ailleurs, ce style de toiture avec des mansardes couvertes d'ardoises est plus courant au siècle précédent. Regardez à présent ce pavillon qui s'est construit en englobant la Connétablie. Il la prolonge jusqu'au Jeu de Paume. Gardez-le en tête un moment, nous verrons plus tard ce qu'il est devenu. Les pavillons de la rue de la Porte-Chapelle, avec leur position et symétrie, font penser à un petit château de campagne tel que l'on pouvait en trouver dans la région. Par exemple, le château de Francières, à la même époque, avait exactement les mêmes dimensions. Les hôtels ministériels sont aussi achevés cette année et permettent enfin de loger dignement le secrétaire d'État de la religion prétendue réformée, le secrétaire de la maison du roi,
le contrôleur général des finances, le secrétaire d'État des Affaires étrangères, le secrétaire d'État à la guerre dans l'hôtel d'Angévilliers et le département du clergé. Plus loin, du côté de l'église Saint-Jacques, on trouve aussi la chancellerie et des écuries. Le 23 avril de cette année marque un tournant majeur dans la reconstruction du château. C'est la mort du premier architecte du roi, Jacques V Gabriel. Ange-Jacques Gabriel reprend la charge de son père avec les mêmes contraintes: comment agrandir une maison royale coincée entre la ville et les remparts. Le jeu de paume se situe dans un espace en reconversion. Un nouveau est donc construit au nord sur un terrain relativement éloigné. Son architecture est très similaire à la salle de François Ier car elle dépend des règles de ce jeu. Louis XV succombe au charme de Jeanne-Antoinette Poisson. Il en fait sa favorite et lui donne le titre de marquise de Pompadour. Elle est si importante pour le roi qu'elle obtient 3 ans plus tard la construction d'une aile qui lui est réservée. Il s'agit de l'étage au-dessus de l'orangerie qui est alors transférée. Après 4 ans de réflexions et propositions, Ange-Jacques Gabriel synthétise les idées de ses prédécesseurs et définit un plan général d'urbanisme. C'est au final un château néoclassique, couvrant 2 hectares. Un jardin de 20 hectares. Des kilomètres de voirie et des milliers d'arbres plantés. Louis, dauphin de France, fils de Louis XV, est le premier à bénéficier des aménagements du grand projet. Le roi a choisi d'aligner les appartements nobles qui seront mis en valeur dans une nouvelle perspective sur le jardin. La composition de cette façade sera reproduite sur toutes les nouvelles constructions, sauf dans les cours où elle nuirait aux façades existantes. L'aile de Mesdames est reconstruite la même année. Vous souvenez-vous de ce qu'il fallait retenir tout à l'heure ? Lorsque l'aile de Mesdames a été reconstruite en 1755, la largeur du pavillon collé à la cône établie a été réduite et non supprimée. Finalement, la distance entre cette surépaisseur et le passage correspond à l'ancien jeu de paume. La cour d'honneur nous dévoile une première partie de son visage définitif. Les plans du nouveau jardin sont établis en 1755 et corrigés l'année suivante. L'idée de Gabriel est d'adapter le modèle du jardin à la française à la rigueur des finances. Alors on va suivre la dénivellation naturelle pour établir des terrasses. La première est au sommet du rempart, débordant sur l'ancien fossé qui est remblayé sur plus de 200 mètres de long. Le tout s'inscrit dans un plan régulier qui répond au rythme du château. La guerre de 7 ans gèle le projet et seules les bases du jardin sont lancées. La reprise du grand projet est difficile. La guerre a ruiné les finances de l'État et il paraît évident que tout ce qui était prévu ne se réalisera pas. Pour la suite du château, il a fallu raser encore des habitations, y compris certains hôtels ministériels réalisés 25 ans plus tôt, et l'hôtel de Richelieu, afin de construire la nouvelle extension comprenant un grand pavillon. Avec la destruction de l'aile fermant l'ancienne cour d'honneur du château, les dimensions de la nouvelle cour se dessinent. Par la même occasion, l'espace nécessaire à l'aménagement de la place d'Armes commence à s'ouvrir.
La deuxième terrasse est nivelée puis composée de parterres et bosquets garantissant un point de vue dégagé sur toute la façade. Il reste 2 autres terrasses à aplanir avec un petit bassin à l'extrémité. On termine la construction du mur entourant le jardin et le creusement du fossé autour. Les premiers arbres sont plantés sur la 3e terrasse pour dessiner les quinconces de tilleuls qui existent toujours. Attardons-nous sur un événement méconnu, le camp militaire de juillet-août 1765. Le dauphin y participe à la tête du régiment de dragons dauphins. Mais il tombe malade après un coup de froid dû à ses vêtements humides qu'il avait gardés sur lui. Il ne se remet pas complètement et décède en décembre de la tuberculose. Son fils, Louis, duc de Berry, devient le nouveau dauphin. C'est dans ce même cadre que le 14 mai 1770, Louis XV et son petit-fils le dauphin Louis reçoivent Marie-Antoinette qui vient épouser ce dernier 2 jours plus tard. La rencontre a lieu en forêt au pont de Berne. Ils partent dès le lendemain pour Versailles. Cette phase des travaux a connu de nombreuses péripéties. Tout d'abord, le 10 mai 1774, Louis XV meurt, son petit-fils Louis XVI lui succède. Du côté des architectes, Gabriel passe la main au contrôleur Bellicard. Dès les préparatifs de la construction, Marie-Antoinette supervise les aménagements intérieurs pour ses futurs appartements. On peut deviner en regardant les pierres qu'il y a eu durant la construction une interruption de chantier. En effet, de la base jusqu'en haut du premier étage, la pierre a une teinte jaunâtre puis s'éclaircit subitement. Il s'agit là de l'emploi de pierres de 2 carrières différentes dont la jonction se trouve juste ici. C'est peut-être une trace des difficultés financières du projet. En effet, le paiement des ouvriers tarde de plus en plus et les chantiers sont interrompus régulièrement. 7 ans plus tard, le plus gros des travaux est réalisé. Mais il faut attendre encore 6 ans pour que l'escalier d'Apollon soit achevé. Il est déjà trop tard pour que la reine puisse en profiter. Cet espace, prévu pour couvrir 1 hectare, a pu émerger non sans mal par le sacrifice de maisons séculaires et de la moitié des hôtels ministériels de Louis XV. Au pied du petit jardin de la reine, on aménage des niches pour des statues en attendant de pouvoir construire l'encadrement de la place. Le temps sera long, car l'argent manque pour racheter les propriétés. C'est sûrement la phase la plus emblématique des travaux, car cette étape achève les ailes dans la cour d'honneur ainsi que le développement de la façade côté parc. C'est aussi à ce moment-là que disparaît pour toujours le château fondé par Charles V 408 ans plus tôt. Le portique à colonnes clôt la cour d'honneur. 41 ans auront été nécessaires depuis la construction de la première aile moderne pour achever le noble encadrement de cette cour qui a plus que doublé depuis son origine. Sur cet espace d'1 tiers d'hectare, on trouvait un demi-siècle plus tôt la précédente cour d'honneur, l'aile d'entrée remaniée à la Renaissance, l'hôtel de Richelieu et la petite place devant le château. Les finances de l'État sont au plus mal.
les prémices de la Révolution se font sentir. Pourtant, un bâtiment colossal sort de terre à Compiègne. Il vient fermer la cour des cuisines. Son style hétérogène est le trait d'union parfait entre les appartements nobles et communs, entre les premiers travaux et le grand projet. La place en avant de cette aile n'est toujours pas dégagée en totalité, mais son encadrement est entamé avec les prémices du portique. Cette réalisation est hautement symbolique, car elle est achevée en 1788, faisant de Compiègne le dernier château bâti par les rois de France. Les bâtiments et la guerre sont les plus grands postes de dépenses de l'État sous l'Ancien Régime. Louis XIV mourant n'avait-il pas prévenu ? Pendant 61 ans, le château de Compiègne a contribué à l'endettement de l'État et à l'avènement de la Révolution. Outre le mobilier installé dès 1787 qui n'a jamais pu servir à un séjour royal, le jardin n'a pas été terminé. Seuls ont été réalisés les grands travaux structurels pour la deuxième terrasse au pied du château, les murs d'enceinte et fossés, ainsi que les 2 quinconces. Concernant la place d'Armes, seul l'alignement de la façade du château lui confère le rythme du projet final. Louis XV et Gabriel avaient pour Compiègne un grand projet, celui de transformer un petit château hétérogène sur un site mal découpé en une demeure digne de la plus grande cour d'Europe. Si le roi n'a pas eu le temps de voir la fin des travaux, son petit-fils Louis XVI en a achevé le principal. Les grandes heures de la monarchie sont passées, pour le meilleur et pour l'Empire, les prochaines pages de l'histoire du château de Compiègne vont se signer d'un N qui veut dire Napoléon.